Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Innover en région, les dispositifs France 2030. Je suis Chloé Olive, chef de projet événementiel et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Pour votre information, il y aura 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions à la fin de la conférence en ligne. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions grâce au module questions qui se trouve juste à droite de votre écran. Par ailleurs, la présentation vous sera envoyée à la suite du webinaire ainsi que le replay. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter les intervenants. Marie Ramassim Draïb, qui est Senior Manager chez Aiming. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour à tous. Ainsi que Pascal Salvador, qui est Business Development Manager chez Aiming également. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Maintenant, j'ai le plaisir de vous proposer de découvrir l'agenda de notre webinaire. Donc, dans un premier temps, nous allons aborder le contexte et la régionalisation des dispositifs grâce à France 2030, le dispositif. Dans un second temps, les instruments de financement France 2030. Ensuite, nous ferons un focus sur un retour d'expérience IDEMO et de sa transposition au niveau régional. Nous poursuivrons avec comment faire financer son innovation en région. Et enfin, les questions-réponses. Maintenant, je laisse la parole à Marie. À toi, Marie. Merci beaucoup, Chloé. Donc, on va commencer ce webinaire en fait par un bref retour en arrière concernant le programme France 2030. Pourquoi? Parce que c'est le programme aujourd'hui phare en termes de financement et de la R&D innovation et des investissements pour bâtir la France de demain. C'est un programme en fait qui est doté de 54 milliards d'euros aujourd'hui sur 5 ans et qui a pour ambition de financer l'indépendance environnementale, industrielle, technologique, sanitaire, culturelle en fait de la France. C'est donc un plan d'investissement massif pour faire émerger les futurs champions technologiques de demain dans plusieurs secteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce programme dispose de 10 objectifs, on peut dire de grandes thématiques qui sont le nucléaire, l'hydrogène, la décarbonation au sens plus large, les véhicules électriques, l'aviation bas carbone, l'agroalimentaire, la santé, la culture, le spatial et les fonds marins. Donc, de quoi financer finalement un champ de possibles en matière d'industrialisation en France. Ensuite, par rapport à ces 54 milliards d'euros, comment ça se décompose? Parce que c'est ça, en fait, l'objet aujourd'hui du webinaire. Il y aura une part de 40 milliards, quasiment, liée à ce qu'on appelle l'innovation dirigée. Plus simplement, on peut parler de thématiques. C'est-à-dire, on va retrouver des appels à projets focusés sur des thématiques et en grande majorité pour soutenir des priorités d'investissement stratégique répondant à des enjeux, de grands enjeux de transition de notre économie et de notre société. Je vous laisserai voir les thématiques. En fait, au total, il y en a 22, donc regroupées dans les grandes thématiques que j'ai présentées tout à l'heure. Et ensuite, d'autre part, on a l'innovation structurelle pour 13 milliards et demi d'euros, dont l'objectif, cette fois-ci, c'est de pérenniser le financement de l'écosystème à la fois sur l'enseignement supérieur et surtout la R&D, recherche, développement et innovation. Et là, on retrouve en fait des dispositifs qui ne sont pas thématisés, mais qui vont plutôt s'intéresser aux impacts, qui vont s'intéresser à la nature des activités R&D et innovation, telles que les aides habituelles à la BPI, les concours à l'innovation, les projets structurants de type IDEMO qu'on va développer aujourd'hui, les CORI, donc vous avez entendu parler de CORIMER pour le secteur marin, CORIFER pour le ferroviaire, CORAM pour l'automobile, etc. Ce sont des sujets liés à l'innovation. Ensuite, on a en fait un déploiement au niveau régional aussi de ces appels à projets-là, sous forme par exemple d'IDEMO région. Ou d'autres possibilités de financement de la R&D au niveau région. Et enfin, pour le dernier point, c'est l'émergence des deep tech. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc cette première partie R&D aujourd'hui. Et là, je vais te donner, Pascal, la parole pour un premier bilan en fait sur France 2030 qui est tout frais. Oui, merci Marie. Alors l'idée, c'est de retenir sur tout ce qui s'est passé en 2022. Donc France 2030, ça a été lancé par Emmanuel Macron en décembre 2021 avec les objectifs que Marie vient de décrire.
Et c'est surtout de regarder dans le futur et qu'est-ce qu'on peut avoir en termes de financement, qu'est-ce qui intéresse in fine les opérateurs de France 2030. Donc en 2022, l'État a déjà engagé en termes de paiement, engagé plus de 7 milliards d'euros. Et donc ce sont 810 projets et plus de 1200 bénéficiaires qui ont pu bénéficier de ces financements. À savoir qu'il y a un déséquilibre de distribution parce qu'on regarde ce qui s'est passé et 44% des financements ont été distribués en Île-de-France et 15% en Aura. Je cite que ces deux qui sont les plus pourvoyeurs en termes de financement. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces financements-là, plus de la moitié, donc 50%, a été opéré par BPI, 25% par l'ADEME, qui concerne l'Agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement. Et l'idée, c'est de faire développer, croître des entreprises, des acteurs émergents. Donc 41% des PME ont bénéficié de ces enveloppes-là. Si on regarde les budgets 2023, ce qu'il faut retenir, c'est plus de 5 milliards qui sont alloués cette année. Et comme on va l'adresser dans le webinaire, c'est 700 millions qui sont engagés par les régions, donc ce qu'on appelle l'innovation bottom-up. Les régions ont contractualisé avec l'État, donc ce sont plus de 11 régions qui sont engagées dans l'accélération, la transformation par l'innovation des entreprises, et ce jusqu'en 2025. Donc l'État et la région ont co-contractualisé, et vous avez cette enveloppe-là qui va être dédiée à accélérer l'innovation vers le marché. Ce qu'on peut dire sur ce bilan-là, c'est que maintenant, comment on enchaîne avec les instruments de financement, pour qui, quand, avec qui, quoi. Donc, cette slide-là a pour idée de bien comprendre comment on segmente les projets par rapport à leur maturité. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir ici, au-delà des TRL qui correspondent au thermomètre de maturité, entre j'ai une idée de projet et je l'exécute vers le marché, donc la pré-commercialisation, industrialisation, TRL 7-8, c'est qu'on a différents outils de financement. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur les outils de financement qui sont soit au niveau national avec le IDEMO, soit au niveau régional. Donc, les régions de France sont les opérateurs avec les IDEMO régionalisés, et tout ce qui va être France 2030 innovation. Les autres appels à projets, effectivement, comme l'a dit Marie, sont des appels à projets thématiques et ouverts au fil de l'eau. Et encore une fois, ce qui est très important, c'est de pouvoir les positionner quand j'ai un projet, tant sur l'aspect maturité TRL que sur l'aspect quel est mon budget et comment je me positionne par rapport aux différents guichets. Donc cette slide-là a pour but de pouvoir vous aider déjà à identifier est-ce que je suis seul dans un projet ou en collaboration, quel est mon budget et avec qui je devrais traiter de tel ou tel sujet. Donc ça sera une slide synoptique qui est peut-être une aide à la décision. Parce que si on regarde en fait cette slide-là, on voit qu'une très grande partie en fait concerne les milieux de TRL. Comment on peut expliquer ça? Alors, la philosophie de France 2030, c'est de dérisquer la partie qui est la plus compliquée quand on a un projet de R&D et qu'on souhaite l'accélérer vers le marché, la vallée de la mort. Et cette partie-là a une attention particulière des financeurs, puisqu'ils vont vouloir dérisquer via les financements qu'ils mettent à disposition des porteurs de projets pour justement pouvoir accélérer l'innovation vers le marché. C'est pour ça qu'en fait, on a une énorme quantité, aussi un labyrinthe d'aides qui permettent d'accélérer la pré-industrialisation. Plus précisément, sans rentrer dans les détails, et encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais ici, vous avez un calendrier sur le premier semestre 2023. Et encore une fois, on va y revenir rapidement. Vous avez le dispositif IDEMO régionalisé. C'est ouvert jusqu'en 2025. Il y a 2 dates de relève par an. On va y revenir plus tard. Les appels à projets thématiques BPI. Peut-être tu peux dire un mot toi aussi, Marie, sur ce que tu as abordé sur les corimères et oui, tout à fait. Alors, on ne peut malheureusement pas tout rentrer dans ce calendrier, mais on reste en fait sur ces sujets-là, sur les appels thématiques, hein, donc que ce soit sur la R&D ou des investissements, donc sur la résilience, les capacités industrielles dans la santé,
première usine, ce sont tous des appels à projets en fait qui visent à promouvoir justement et à garantir la compétitivité certes nationale, mais avec aussi la notion de souveraineté nationale par rapport au contexte aujourd'hui qu'on a depuis la crise Covid, la guerre en Ukraine. Donc, les fonds aujourd'hui qui sont utilisés sont destinés en priorité à ces sujets pour relancer justement l'industrie française et donc en assurer aussi derrière la pérennisation des activités et donc l'indépendance nationale, à la fois sur les sujets de compétences technologiques, mais aussi sur la chaîne complète en fait de valeur de l'approvisionnement jusqu'au marché. Alors, ne soyez pas étonnés, vous voyez un QR code sur la slide, ça vous permet rapidement d'accéder au site internet où vous avez l'exhaustivité des appels à projets et leur cadence sur l'année, pas uniquement sur le premier trimestre, mais sur 2023 et le cas échéant, même 2024 pour certains appels à projets. Du coup, on se permet simplement de pouvoir vous donner un retour d'expérience sur ce qu'on appelle le dispositif IDEMO national et qui va être décliné, qui est déjà décliné au niveau régional. Et c'est Marie qui va vous donner ce retour d'expérience au vu des accompagnements qui ont déjà été opérés par nos équipes. Donc là, si vous vous rappelez bien, tout à l'heure, j'avais présenté l'innovation dirigée et l'innovation structurelle, pardon. Donc là, on est dans la partie de droite qui était l'innovation structurelle. Donc, avant de revenir sur les régions, qui est quand même le titre de notre webinaire aujourd'hui, c'est important de comprendre cette logique en fait d'IDEMO, puisque ça va se décliner par la suite en fait au niveau régionalisé. Donc, IDEMO, c'est un dispositif avant tout de RDI, de recherche, développement et d'innovation. Les appels à projets, en fait, sont les projets attendus portent sur l'innovation, bien entendu, mais avec un but très précis qui est de créer de la valeur, de compétitivité pour notre économie, tout en contribuant à la transition écologique, énergétique et environnementale, et bien entendu du numérique. Ça, c'est un élément important. D'autres éléments clés aussi, c'est un minimum de 4 millions d'euros en budget. Ça peut être important, mais il faut savoir que vous pourrez très bien être en monopartenaire, donc tout seul, ou éventuellement aussi collaboratif sur ces sujets, jusqu'à 6 partenaires maximum. Et là, si on regarde les TRL tout à l'heure, d'où ma question à Pascal, c'est qu'on est plutôt vers de la maturité, donc au milieu du tableau, entre 4 et 6. On doit démarrer avec un niveau de maturité technologique donc assez conséquent pour arriver au plus près de l'industrialisation. Donc ça, c'est très important pour l'ensemble de l'industrie française, puisque je rappelle, c'est un appel à projet non thématique. Donc, ça laisse vraiment le champ, dès lors vous êtes dans l'innovation, vous avez un projet qui correspond à ces attentes-là, ça peut être un sujet, un appel à projet très important en fait pour financer vos projets. Je vous laisserai voir les taux de financement du coup qui va en fait de 25 à 80% en fonction de la nature des entreprises, des partenaires, bien entendu. Prochain relevé le 10 mai, à ne pas oublier. Dans le processus de sélection, alors en termes de retour d'expérience, donc on a tendance aujourd'hui, et ce dans la plupart des appels à projets, à avoir ce type de procédure de dépôt, à savoir un montage avec un pré-dépôt. Et ce pré-dépôt permet de filtrer en fait les projets avant de passer soit à l'audition, donc un premier go-no-go pour l'audition, et un second go-no-go à la préparation d'un dossier complet. Et tout ce processus, en fait, aujourd'hui se déroule, y compris les instructions, sur une période de 6 mois. Je sais que sur les premières démos qu'on a eues, on a eu malheureusement beaucoup de temps. Hein. On a eu des cas de figure où ça a largement dépassé les 6 mois d'instruction. Mais après, on en a discuté avec la BPI. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde essaie de raccourcir ce temps et de rester dans les 6 mois en fait, qui sont prévus par le cahier des charges. Oui, notamment la préparation du dossier complet. On peut même être amené à monter ça en moins d'un mois, en fait, après la demande demandée par la BPI, évidemment. On va faire aussi un focus important sur les dénominateurs communs et qu'est-ce qui est attendu dans le cadre de France 2030. Et encore une fois, quand on parle de France 2030, ça sera vrai au niveau national, mais aussi au niveau régional.
Le premier niveau, c'est les attentes, c'est la R&D, l'innovation et l'accélération de la démonstration de l'innovation vers le marché, TRL4, TRL, vers TRL 7, 8, la mise sur le marché. On recherche des projets d'innovation de rupture. Qu'est-ce qu'on apporte de neuf par rapport à un état de l'art? On a des projets qu'on peut porter seul ou avec des partenaires, publics et privés. Et c'est ouvert à tout type de société, avec les niveaux d'aide sur lesquels on reviendra un peu plus tard, adaptés en fonction de la taille de la société. Le deuxième niveau qui est important, et Marie, tu pourras commenter, c'est un niveau notamment sur la création d'emplois, qui est un niveau qui est un critère scruté par les financeurs, les autorités nationales et régionales par rapport à l'ambition du projet. Tous les projets qui sont portés sur ces dispositifs ne doivent pas engager un quelconque dommage sur l'environnement. Ça, c'est un critère très important et l'éco-conditionnalité sera surveillée dans tous les dossiers, quels que soient les secteurs industriels. Donc, la transition écologique, énergétique, numérique est au centre des projets. Ça, c'est vraiment important. Et on regarde les retombées sur la filière qui est visée et en quoi elle va changer la filière dans les objectifs fixés pour l'horizon 2030, voire même des fois 2050. Et in fine, ce qui compte le plus, c'est je porte un projet avec l'ambition la plus large, les impacts les plus larges possibles. L'impact, ça va être la réplicabilité de la solution, l'exportation, la commercialisation la plus large possible. Donc tous ces impacts-là doivent être des arguments qui sont portés pendant l'évaluation et qui vont donner de la confiance aux financeurs, notamment régionaux, qu'il va y avoir effectivement des retombées socio-économiques les plus importantes sur le territoire. On va passer sur l'aspect dépenses éligibles, taux d'aide maximum. On n'a pas besoin de retenir ça, mais c'est pour donner effectivement l'idée qu'il y a derrière. Donc, dans des projets, vous avez ce qu'on appelle les activités de recherche industrielle, des activités de développement expérimental. C'est un peu antinomique, recherche industrielle et développement expérimental, mais c'est le cahier des charges et c'est le financeur qui l'a appelé comme ça. Et en fonction du fait qu'on est une petite entreprise ou une grande entreprise, on n'est pas aidé de la même façon. Et c'est dégressif si l'entreprise est plus importante. Et on est mieux aidé si on est en collaboration. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on peut travailler avec des partenaires publics et eux vont être aidés de deux façons, soit sur les coûts marginaux à 100% des coûts, les organismes de recherche notamment, ou à 50% des coûts complets. Et avec des collectivités locales, on peut être amené à travailler avec ces entités-là. Elles seront aidées à 50% des coûts complets. Le message principal, c'est que le début de l'éligibilité des dépenses, c'est à la date du dépôt du dossier complet. Et c'est ce qu'il faut retenir dans cette slide. Et la nature de l'aide, donc on a toujours un mix de subventions et d'avances remboursables. Et sur ces activités de recherche industrielle, on va être aidé jusqu'à 75% en subvention, le reste en avance remboursable. Et sur ce qui concerne le développement expérimental, on sera plutôt sur 60% de subventions et le reste en avance remboursable. Donc, c'est des calculs un petit peu complexes puisqu'il faut faire la moyenne de l'ensemble des activités de recherche et développement qui vont mener à une intensité d'aide et donc à un montant de subvention et d'avance remboursable alloué par le financeur. On va passer maintenant sur la déclinaison en région. Et je te laisse la parole, Marie, pour adresser ces dispositifs déclinés France 2030 région. Alors, au niveau régional, en fait, alors la slide qui est là, bien entendu, avec les hiéroglyphes, merci Pascal, par rapport à ça, Petit Champollion. Le but est principalement de vous dire que chaque région va avoir ses spécificités. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'ensemble des appels à projets vont devoir suivre au niveau région les orientations de la région en fait en matière de développement économique, ce qu'on appelle la SR2I. En fait, chaque région va avoir ses spécificités, donc que nous avons essayé à travers ces icônes en fait de schématiser. Donc, c'est pas cette slide la plus importante, mais ce qui va arriver. Et prenons le cas par exemple de la région donc Bretagne ou Auvergne-Rhône-Alpes. C'est clairement indiqué donc les thématiques prioritaires que la région souhaite financer.
Je prends le cas de la région de Bretagne. Donc, l'économie maritime pour une croissance bleue, l'économie alimentaire du bien manger pour tous, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien que les projets ne soient pas focusés sur une thématique, chaque région va en fait demander des spécificités sur les projets qu'ils souhaitent financer. Donc, la première chose à faire si vous souhaitez en région financer vos projets, c'est bien sûr de connaître quelles sont les priorités au sein de la région pour pouvoir proposer votre projet. En région Rhône-Alpes, typiquement, par exemple, on a les bâtiments, on a la forêt, l'énergie, mobilité, sport, montagne et tourisme. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, puisque peu importe les appels à projets au niveau région, ça va de toute manière en fait se référer aux priorités régionales en matière de développement économique. Ensuite, alors comment ça va se décliner? Je vous ai parlé tout à l'heure du démo au niveau national. Vous vous rappelez, on a des sujets qui doivent se rapporter sur la transition écologique, énergétique, environnementale, création d'emplois, tout en restant en fait à des niveaux de maturité technologique de moyens à élever. Au niveau régional, donc on va identifier trois principaux dispositifs. Donc, en bleu, c'est France 2030 projets d'innovation. Ce sont des projets individuels. Ensuite, on a France 2030 filière. C'est plutôt la structuration via des investissements partagés. Et enfin, France 2030 IDEMO, les projets collaboratifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez maintenant en tête que tous ces trois dispositifs doivent se référer aux priorités régionales. Premier point. Deuxième point, vous avez un projet individuel financé par les projets d'innovation, un projet collaboratif financé par IDEMO régionalisé, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure, et France 2030 filière qui finance en fait des investissements partagés pour les projets de filière stratégique au niveau régional. Donc ça, c'est un premier point que nous devons comprendre en fait pour pouvoir choisir entre est-ce que je vais au niveau région ou je vais au niveau national. La grande différence, c'est qu'au niveau national, vous avez des appels à projets qui sont clairs, qui sont précis, que tout le monde connaît à la limite, effectivement. Là, chaque région va avoir ses spécificités. Il faut creuser un peu plus pour avoir justement les cahiers des charges. Ce qu'il faut retenir donc sur les projets d'innovation qu'on appelle aussi bottom-up par les régions, c'est qu'on est seul et on va porter un projet jusqu'à 1 million d'euros. Ça préjuge en rien d'avoir un budget supérieur, évidemment. On sera aidé que jusqu'au premier million. Et IDEMO Région, budget de projet 1 à 4 millions. C'est uniquement collaboratif, c'est important de le préciser. C'est anciennement ce qu'on appelait les FUI, où on n'aura que de la subvention sur les montants d'aide qui sont indiqués en bas de la slide. On va vous donner un peu de retour d'expérience et surtout, quel est le formalisme attendu, Mahari, et quel est le process de sélection et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil sur ces dispositifs. Donc pour ça, on va choisir en fait les deux types de dispositifs au niveau région. Donc France 2030, les projets d'innovation donc individuels et des mots régionalisés en collaboratif. Vous pourrez d'ailleurs retrouver des exemples de cas des charges donc, en cliquant sur les liens PDF de la slide quand vous les ouvrez. On a pris comme exemple, bien entendu, arbitrairement voilà, la région aura, où on est présent. Donc, dans le formalisme, la région a souhaité que le dossier soit le plus allégé possible en termes de contenu. Donc, on est sur des dossiers de 20 pages maximum, hors annexe, bien entendu. Et on est sur des débats au fil de l'eau, donc en général, avec deux relevés, et principalement pour une démo donc, régionalisée, deux relevés en avril et en octobre. Bien entendu, les annexes financières, on n'a peut-être pas suffisamment précisé tout à l'heure, mais pour postuler à ces projets, pour candidater et avoir une meilleure chance, il faut que l'entreprise en fait qui candidate ait suffisamment de base solide en termes financiers, c'est-à-dire en termes de fonds propres. Hein, vous le savez très bien, les fonds propres jouent un rôle important dans l'éligibilité et les chances de succès de votre projet. En général, c'est 1 euro de fonds propres, ça équivaut à 1 euro d'aide que vous pourrez percevoir. Ensuite, en termes de sélection, c'est un comité régional, en fait, en particulier avec les Pays France, qui opère ces appels à projets-là.
En fait, l'audition va dépendre en fait de chaque région aussi, mais c'est possible pour des projets avec des demandes d'aide supérieures à 400 000 euros. En général, en dessous, il peut ne pas y avoir d'audition. Les instructions, bien entendu, sont menées avec le consensus toujours État-région. Il faut savoir que tous ces financements-là ne sont pas indépendants. Bien entendu, c'est géré, opéré au niveau des régions, mais il y a un consensus en fait entre l'État et les régions, voire même sur certains dispositifs avec l'Europe, comme les FEDER, dont on va parler aussi à la fin de notre présentation. Conventionnement avec la BPI, délai de décision maximum de 6 mois, et labellisation, je l'ai remis 2 fois, puisque c'est tellement important. Certaines régions demandent une labellisation obligatoire, d'autres pas. Donc, c'est vraiment pour ça que les dispositifs au niveau région sont différents des dispositifs au niveau national. En termes de retour d'expérience, enfin, on retrouve quasiment les mêmes critères en fait d'évaluation. Avant tout, il faut savoir que c'est une compétition, hein, donc ça n'est pas que vous déposez un dossier que forcément vous allez avoir votre financement. C'est une compétition, et donc à savoir le premier point, c'est toujours un fort contenu innovant. Alors, bien entendu, s'il s'agit de projets plus ou moins matures ou pas, l'objectif, ça n'est pas de faire de la recherche pour faire de la recherche, mais il faut quand même un contenu très innovant qui va apporter de la valeur ajoutée à votre marché, à l'ensemble de votre filière. Deuxième point, c'est votre degré de réponse par rapport aux enjeux des régions, spécifiques à la région, donc, et de la filière impactée. Alors, je vois déjà effectivement des gens qui se posent des questions. Est-ce que si je fais un projet collaboratif régional, je suis obligé d'être en collaboration avec des acteurs régionaux? Donc, nous, on a eu le cas. Non, vous pouvez tout à fait avoir des partenaires en fait intra-région, c'est-à-dire au sein d'une même région, ou extra-région, c'est-à-dire donc entre différentes régions. Par contre, le projet doit, dans ce cas précis, répondre aux critères des régions concernées. Ensuite, démontrer une capacité financière et technique, je l'ai expliqué, les impacts environnementaux, les impacts sociétaux, la création d'emplois et encore une fois, la labellisation, si c'est demandé par les appels à projets. Vous retrouverez l'ensemble de ces éléments en fait, dans les cahiers des charges qui sont disponibles en fait, sur chaque site des régions. Pascal, je te laisse la main pour parler du FEDER, justement, on en a parlé. Oui, c'est pour conclure cette intervention. Alors, on parlait principalement d'innover en région, mais il y a aussi investir en région et comment on déploie l'industrie en région, et notamment via des aides régionales qui découlent des aides européennes, donc des FEDER, mais pas que. Donc, c'est juste de l'information qu'on souhaite porter. Alors, il faut savoir que ces fonds-là ont été décidés en 2021 jusqu'à 2027 et les enveloppes sont programmées. Et on va vraiment faire un focus sur les fonds importants en vue d'un déploiement industriel. Donc, qu'est-ce qu'on recherche à ces fonds? Le fonds FEDER, le fonds de transition juste FEADER, c'est quoi? Je veux investir dans la recherche et développement technologique. Je veux améliorer la compétitivité des PME. Je fais appel à ces fonds-là qui sont opérés par les régions. Donc, on évalue le niveau d'innovation et de compétitivité d'un projet et donc d'investissement industriel derrière. La région est là en soutien. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails et ça fera l'objet certainement d'une communication prochaine sur ces instruments-là qui sont particuliers, mais qui peuvent effectivement favoriser, soutenir en fait la transition vers une économie à faible émission de carbone. Donc, le fonds de transition juste est un fonds qui est dédié à la décarbonation des régions, notamment la région Sud, région Hauts-de-France, sont des régions ciblées ciblées sur les émetteurs à gaz à effet de serre et comment on les aide à aller vers une transition énergétique et moins impactante en termes d'émissions de CO2. Et comment aussi on aide les investissements, notamment dans les secteurs agricoles et agroalimentaires, ça c'est le FEADER, et on donne quelques exemples d'aides ouvertes sur des régions, de manière arbitraire, région Grand Est et région Nouvelle-Aquitaine sont des dispositifs, soit fléchés aide aux grandes entreprises, soit fléchés sur des aides à l'investissement en performance industrielle sur la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, j'arrête là, mais c'est pour vous dire que ces fonds-là sont ouverts depuis peu
Donc, les enveloppes sont disponibles et on reviendra dessus certainement sur une nouvelle communication dans le courant de l'année. Voilà. Et Alors, puis, merci beaucoup Marie et Pascal pour cette présentation très intéressante. Donc, si cette conférence vous a plu, n'hésitez pas à scanner ce QR code qui vous dirigera directement vers des livres blancs. Donc, notamment un livre blanc sur les financements publics en région, investir et innover en France, donc avec des apports des nouveaux plans de financement public. Et sinon, donc l'agroalimentaire et les plans de relance européens, donc des enjeux transversaux. Donc vraiment, n'hésitez pas, il y a un panel de livres blancs très intéressant sur le site internet. Hop, tu peux changer de slide, Pascal. Merci. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc il y a une première question. Alors, si nous sommes une entreprise française, mais filiale d'un groupe étranger, pouvons-nous être éligibles? Je laisse Pascal ou Marie prendre la main sur cette question. oui, bien sûr. Ce qui importe, en fait, c'est la territorialité des activités, donc liées au projet. Tant que les activités sont réalisées en France, donc je sortais ce matin d'une réunion avec la PPI, exactement dans ce cas de figure-là. Donc, tant que c'est réalisé en France, avec des impacts, alors ça c'est important. Les impacts doivent être en France et non pas à l'étranger. Donc là, on est éligible en fait à tous les dispositifs, bien entendu, que nous avons présentés. Et donc, d'ailleurs, l'ensemble des dispositifs de financement de l'innovation en France. Okay. Merci Marie. On a une seconde question. Alors, je monte un projet. Dans quel cas de figure je dois privilégier les guichets nationaux ou régionaux? Je vous laisse y répondre. Alors, effectivement, je reviens sur la slide TRL et puis le budget. Le budget va être un driver pour décider si j'ai un projet que je vais porter sur des guichets régionaux. Comme on l'a vu, bottom-up, ça va être des projets d'innovation jusqu'au million d'euros et un peu plus, mais en tout cas, on est aidé sur le premier million d'euros. Donc déjà, le budget est peut-être déjà un driver pour aiguiller vers un dispositif régional par rapport à l'enveloppe qui est imaginée. Et ensuite, c'est par rapport à la thématique du projet et qu'est-ce que je peux me permettre en termes de budget et notamment comment je m'inscris dans les stratégies d'accélération France 2030. Donc, on va pouvoir aiguiller le projet vers un opérateur, un guichet régional et ou national sur la base déjà du budget et sur la thématique et pouvoir regarder comment on est éligible à tel ou tel appel à projet en cours, donc au fil de l'eau ou avec une deadline. Et ça, c'est la première base pour essayer de se dire est-ce que c'est plus intéressant au niveau régional, au niveau national. On peut parler aussi en termes de compétitivité. On est là pour conseiller d'ailleurs là-dessus. Il y a des guichets qui sont quand même beaucoup plus simples d'accès que d'autres. Et donc, il faut avoir aussi en tête cette discussion, cette réflexion qu'on peut avoir, ce brainstorming qu'on doit porter en vue d'une décision vers tel ou tel guichet. Merci beaucoup, Pascal. Alors, on a une troisième question. J'ai tenté de soumettre un projet et je me suis rendu compte qu'on ne prêtait qu'aux riches. Alors, quelles sont les conditions pour prétendre au financement? C'est une bonne question et c'est vrai qu'on peut avoir justement cette impression-là, puisque j'ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est en lien avec ce que j'avais évoqué tout à l'heure sur les fonds propres, quand je disais, évidemment, pour obtenir une aide, il faut avoir les fonds propres en face, ce qui peut être paradoxal, en fait, notamment pour des PME ou des startups. C'est vrai qu'aujourd'hui, aucune aide ne va financer les projets à 100%. Ça, il faut le savoir. Au niveau national, en tout cas. Peut-être sur l'Europe, on a quelques dispositifs qui peuvent financer les coûts directs jusqu'à 100%. Et encore, ça ne couvre pas l'ensemble des overheads, donc des frais généraux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet, la logique de financement d'un projet, ça n'est pas de financer le produit à commercialiser. Ça, c'est vraiment le message qu'on souhaite en fait aujourd'hui promouvoir. Pourquoi? Les financements sont faits, c'est un outil d'aide en fait à l'accélération de vos développements. Et par rapport à ça, ça va financer en fait, bon, j'utiliserai le mot booster vos finances pour pouvoir réaliser le projet, mais il vous restera toujours en fait une part financière en fait à assumer. Et c'est pour ça que si l'État finance un projet, par exemple à 50%, il va falloir que vous apportez les 50% restants.
Donc, la logique vient de là, en fait. C'est pour ça que les fonds propres sont une garantie que vous êtes à même de réaliser le projet que vous avez en fait rédigé, que vous avez soumis à un organisme financier. Donc, tout vient de là. Et c'est vrai qu'il existe d'autres opportunités que nous n'avons pas parlé ici et qui ne fait pas partie pardon, de notre périmètre, qui est les aides liées à la capitalisation, ou les aides en fait d'autres types d'aides qui peuvent cette fois-ci contribuer justement à augmenter les fonds propres. Super, merci Marie. On a une autre question. Peut-on inclure les Dromcom dans le consortium pour une partie du projet, mais que le site pilote sera en métropole? Merci. J'ai pas entendu, excuse-moi, le début de la question. Peut-on inclure les Dromcom dans le consortium pour une partie du projet, mais que le site pilote sera en métropole? Merci. Alors, au même titre en fait que je disais tout à l'heure, oui. Alors c'est vrai que on n'a pas eu beaucoup de projets comme ça. Je sais pas Pascal si tu en as eu, mais ce qui est important, c'est toujours en fait la territorialité. Donc du coup, ça c'est d'une part, c'est ça. Ça nous arrive en fait d'avoir des sous-traitants, je précise, même en dehors de la France, et qui en fait interviennent ponctuellement sur les projets. Donc ça veut dire qu'en fait, si l'intervention est ponctuelle, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut se poser la question sur toujours les retombées, les impacts au niveau France, donc de ces projets-là. Et puis, ce qui se passe, alors il faut répondre à la question pourquoi vous faites participer en fait ces équipes-là et pourquoi ne pas le faire au niveau métropole, par exemple. Et donc, c'est une argumentation à faire, bien entendu. Oui. Quelque chose. Sur un territoire d'outre-mer, en tout cas sur sur ces partenaires-là, ils ont dans certains projets, dans certains appels à projets de cahier des charges, ils ont une intensité d'aide un peu plus forte aussi. Donc on peut les inclure dans le partenariat avec effectivement la notion de pourquoi du projet et les impacts liés à ce projet en incluant ce partenariat. Et d'ailleurs, c'est à voir, puisque c'est vrai, c'est intéressant que j'ai eu, c'est le FEDER, que Pascal a présenté tout à l'heure en fin de présentation. À la chance, enfin, ces territoires, en fait, ont la chance d'avoir beaucoup plus de chances de bénéficier des aides, donc des fonds européens, en plus de ce qui est proposé au niveau national sur le même projet. Donc, ça, c'est un autre sujet qu'on va développer dans d'autres webinaires, mais sachez que oui, c'est tout à fait possible et donc ça peut être même intéressant dans certains cas de figure. Merci beaucoup à vous deux. Alors, on a une autre question. Je m'adresse à plusieurs guichets en même temps et coup de bol, ils me disent tous oui. Et mon projet devient financé à 100%. Dois-je le dire? Je laisse la parole. Alors, la règle, c'est bien entendu, vous ne pouvez pas financer le projet deux fois. Ça, c'est évident en même temps. Après, par contre, rien ne vous interdit de postuler à plusieurs guichets tant que vous n'avez pas de réponse. Mais là, si j'ai bien compris, vous avez la réponse à 100% de tous les guichets. Donc, il va falloir choisir. Je dirais que c'est tant mieux, c'est très bien, mais il va falloir choisir puisque vous ne pourrez pas financer le projet via deux guichets différents. Ça, c'est malheureusement impossible. Il peut y avoir dans certains cas le fait d'être candidat à un appel à projet européen sur Horizon Europe, par exemple. Et puis, vous pouvez avoir des compléments par la BPI France. Ça, c'est dans le contexte de ce type d'appel à projet. Vous pouvez avoir des compléments, mais jamais deux fois le même financement. Et c'est une précision qui est importante à donner malgré tout. Il faut être transparent par rapport à ça. Ça, c'est le message principal, je pense. Alors, sauf peut-être effectivement on ne parle pas exactement des mêmes parties du projet. Je vous donne un exemple, parce que ça peut être justement un moyen d'optimiser les financements. Vous avez en fait des investissements, par exemple, des CAPEX importants. Et vous savez qu'en fait, les CAPEX ne sont pas toujours financés dans tous les appels à projets. Si moi, aujourd'hui, j'ai des CAPEX d'1 million d'euros et que je fais de la R&D en parallèle, il s'agit du même projet. Je peux tout à fait faire financer la R&D de ce projet dans un IDEMO et un peu plus tard, en fait, en jalonnant le projet, les CAPEX dans un investissement au niveau régional, par exemple. Donc ça, en fait, c'est une ingénierie projet qui est à mettre en place
en général bien en amont pour qu'on puisse en fait enchaîner les différents projets. Ça peut rester le même programme et du coup découper en petits morceaux. Et c'est ce qu'on vous préconise hein, en termes de conseils, c'est ce que je dirais. Avant de déposer exactement le même projet dans sa forme en fait totale à plusieurs guichets. Parce que c'est vrai qu'après ça fait un problème de riche comme on dit, mais malheureusement vous ne pourrez pas déposer exactement les mêmes activités, le même contenu à plus d'un guichet. Merci beaucoup Pascal et Marie. Alors, on a encore deux questions. La première, c'est pourquoi parle-t-on de pays à 4? Ah oui, c'est une bonne question. Effectivement, en préambule, on explique le contexte France 2030 qui est issu des programmes d'investissement et d'avenir lancés en 2008. Et PIA 4 et en fait correspond à la 4e vague de ces programmes d'investissement et d'avenir. Et ça a été repris un peu de manière marketing par France 2030 qui englobe les 20 milliards du PIA 4 dans l'enveloppe dont Marie a parlé sur les 54 milliards. Donc effectivement, c'est un mot qui est utilisé, PIA 4, mais in fine, en fait, on ne le retrouvera plus et on parlera plutôt de France 2030 qui gomme les anciens, on va dire, les anciens acronymes dont on est habitué. Voilà. Merci. On va passer à la dernière question. Ai-je plus de chance en y allant tout seul ou en partenariat? Vous voulez dire en monopartenaire ou en collaboratif? Alors par rapport à ça, bon, il n'y a pas de règle en fait, si vous voulez. Tout est question de cohérence, c'est-à-dire si vous disposez de l'ensemble des compétences pour réaliser le projet de bout en bout, il n'y a pas de raison en fait de demander à avoir des partenaires. Alors j'entends souvent que certains de nos clients pensent qu'à un moment donné, c'est mieux d'être en collaboratif. Parce que derrière, il va y avoir une intensité d'aide un peu plus forte, par exemple. Ça augmente vraiment justifier le partenariat, en fait. C'est ça. Ça augmente, c'est vrai, le taux d'aide. Donc, en ce sens, c'est l'intérêt. Mais avant de penser à ça, moi, je préfère toujours, en fait, assurer un projet et quitte à avoir moins d'aide, mais une logique et une cohérence, en fait, de bout en bout entre ce que je vais faire, le contenu de mes activités relève-t-il réellement de la R&D ou en termes d'investissement qui répond aux besoins de la région, premier point. Et seulement après, je me dis, est-ce que je suis capable de le faire tout seul? Si oui, j'y vais tout seul parce que ça me permet d'être en cohérence avec moi-même. Sinon, ben, je regarde les profils, les compétences que je n'ai pas pour réaliser ce projet. Et là, je me mets en mode collaboratif avec l'avantage de gagner un peu plus en termes de taux d'aide. C'est plutôt de cette manière-là que je présenterai effectivement un projet, plutôt de se dire est-ce que j'y vais en partenariat ou pas en premier lieu. Oui, c'est ça. Et pour conclure, c'est toujours intéressant de se dire s'il s'agit de transfert techno, c'est vraiment important d'inclure le laboratoire qui peut être à l'origine de l'IP, par exemple, pour une licence future vers la PME ou la grande entreprise. Et ces partenariats-là, public-privé, sont vraiment recherchés, notamment en région, sur le fait de travailler ensemble et valoriser la recherche, notamment publique, vers le privé. Donc, cette notion-là, j'y vais seul ou en partenariat, elle doit aussi s'inscrire dans la logique de partenariat et de future exploitation de la propriété intellectuelle, par exemple. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à toutes ces questions et merci à tous d'avoir participé à cette conférence en ligne. Donc, si jamais vous avez d'autres questions peut-être, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail finance-innovation@aiming.com. Et désormais, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Belle journée. Bonne journée, au revoir.